Il existe des douleurs qui ne s'effacent jamais, qui restent gravées dans le cœur d'une communauté comme une cicatrice invisible. Dans un petit village des Alpes françaises, chaque matin depuis 4 ans, les parents d'Emma et Léa se réveillent avec la même question déchirante. Où sont nos filles? Marguerite Durand connaît cette souffrance. Elle vit seule dans sa maison de montagne avec son chien Titane, portant elle aussi le poids de cette disparition mystérieuse. 2 fillettes de 12 ans, volatilisées un soir d'automne. Aucune trace, aucun indice. Puis ce matin-là, tout a changé. Titan s'est mis à gratter près d'un amas de rochers, derrière une grotte cachée. À l'intérieur, des objets qui vont révéler une vérité terrifiante. Une découverte qui va réveiller tous les démons du passé. Avant de revenir au cœur de l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez, et, si ce récit vous a touché, abonnez-vous, car demain je vous ai préparé quelque chose d'extraordinairement spécial. Marguerite Durand avait toujours cru que la retraite lui apporterait la sérénité. À 68 ans, après 40 années passées à enseigner aux enfants de Saint-Roch-des-Cimes, elle s'était imaginé des matinées paisibles dans son jardin, des après-midi à lire près de la cheminée, des promenades tranquilles avec Titan le long des sentiers qu'elle connaissait depuis l'enfance. Mais la paix n'était jamais venue. Comment aurait-elle pu quand le village tout entier portait encore la blessure béante de cette nuit maudite d'octobre? Saint-Roch-des-Cimes s'accrochait au flanc de la montagne comme un nid d'aigle, ses maisons de pierre blonde éparpillées entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. 300 âmes y vivaient en permanence, davantage l'été quand les randonneurs et les familles en vacances venaient chercher la fraîcheur des hauteurs. C'était un de ces villages où tout le monde se connaissait, où les nouvelles circulaient plus vite que le vent, où les joies et les peines se partageaient naturellement. Un endroit où l'on pensait que rien de terrible ne pouvait arriver. Jusqu'à cette soirée du 15 octobre 2019. Marguerite se souvenait de chaque détail de cette journée maudite. Elle était dans sa cuisine, préparant sa soupe de légumes habituelle, quand elle avait entendu les premiers cris. D'abord, elle avait cru à des enfants qui jouaient dans la rue. Puis les voix s'étaient faites plus pressantes, plus inquiètes. Elle était sortie sur son perron et avait vu Sylvie Moreau qui courait vers la mairie, les cheveux défaits, le visage livide de terreur. « Emma! Léa! Mes filles ont disparu !» Les mots avaient résonné dans la vallée comme un écho de cauchemar. En quelques minutes, tout le village s'était mobilisé. Les hommes avaient pris leurs lampes de poche, les femmes avaient organisé les recherches, les enfants avaient été rassemblés et gardés en sécurité. Marguerite, elle, était restée avec Sylvie, tentant de la consoler pendant que Claude, le père des fillettes, menait les équipes de recherche avec une détermination désespérée. Emma et Léa Moreau, 2 sœurs jumelles de 12 ans, inséparables depuis toujours. Des enfants joyeuses et rieuses, un peu espiègles peut-être, mais jamais désobéissantes. Elles étaient parties après le goûter pour ramasser des châtaignes dans le petit bois derrière l'école, comme elles le faisaient souvent à cette période de l'année. Leur mère leur avait dit de rentrer avant la nuit. Quand 6 heures étaient passées sans qu'elles réapparaissent, Sylvie avait commencé à s'inquiéter. À 7 heures, elle était partie les chercher. À 8 heures, elle donnait de l'alerte. Les gendarmes de la brigade de Valais étaient arrivés dans l'heure, puis les maîtres chiens le lendemain matin, puis les hélicoptères de secours. Pendant 3 semaines, la montagne avait été fouillée mètre par mètre. Les grottes connues avaient été explorées, les torrents dragués, les éboulis déplacés. Rien. Aucune trace, aucun indice, aucun vêtement accroché à une branche. Les fillettes semblaient s'être volatilisées. L'enquête officielle avait duré 2 ans. Le brigadier Roussel, un homme patient et méticuleux, avait interrogé tous les habitants du village et des environs. Il avait vérifié les alibis, exploré toutes les pistes, contacté tous les services de police des départements voisins. Des avis de recherche avec les photos souriantes d'Emma et Léa avaient été diffusés dans toute la région. La presse locale avait relayé l'affaire. Quelques témoignages étaient parvenus aux gendarmes. Des automobilistes qui pensaient avoir vu 2 fillettes le long d'une route, des randonneurs qui affirmaient les avoir aperçues près d'un refuge, mais aucune piste n'avait abouti.
Au bout de 2 ans, faute d'éléments nouveaux, l'enquête était passée en sommeil. Officiellement, le dossier restait ouvert, mais dans les faits, plus personne n'y croyait vraiment. Sauf les parents. Claude et Sylvie Moreau n'avaient jamais renoncé. Ils continuaient de sortir chaque week-end pour explorer la montagne, suivant des intuitions, des rêves, des signes que leur désespoir transformait en espoir. Marguerite les croisait souvent lors de ses promenades. Elle voyait la façon dont Claude scrutait chaque sentier, dont Sylvie appelait encore les prénoms de ses filles dans le vent. 4 ans après, ils portaient leur chagrin comme une seconde peau, vieillie prématurément, marquée par une souffrance qui ne s'atténuait jamais vraiment. Le village aussi avait changé, l'insouciance d'autrefois avait disparu. Les parents surveillaient leurs enfants de plus près, les promenades solitaires étaient devenues rares. Une chape de mélancolie s'était installée sur Sainte-Roche-des-Cimes, comme si la joie elle-même avait disparu avec Emma et Léa. Marguerite ressentait cette tristesse plus que quiconque, pas seulement parce qu'elle avait été l'institutrice des fillettes 2 ans avant leur disparition, pas seulement parce qu'elle les avait vues grandir, avait corrigé leurs devoirs, avait ri de leurs bêtises. Non, sa douleur était plus profonde, plus personnelle. Elle portait un secret que personne ne connaissait, un lien qui la reliait à cette famille d'une manière que personne ne soupçonnait. Il y avait eu Jean-Luc autrefois. Jean-Luc Moreau, le grand-père d'Emma et Léa, l'homme qu'elle avait aimé 40 ans plus tôt et qui avait choisi une autre femme. Cette histoire ancienne, elle la gardait enfouie au plus profond de son cœur. Mais la disparition des fillettes avait rouvert cette blessure jamais vraiment cicatrisée. Titan était arrivé dans sa vie 2 ans après la disparition, un chiot berger allemand abandonné qu'elle avait recueilli et qui était devenu son compagnon fidèle. Ensemble, ils arpentaient les sentiers de montagne chaque matin, suivant des itinéraires que Marguerite connaissait par cœur. Ces promenades étaient devenues son rituel, sa façon de commencer chaque journée en communion avec cette nature qui, elle l'espérait encore secrètement, finirait par livrer ses secrets. Dans son petit carnet de cuir rouge, Marguerite notait tout ce qu'elle observait lors de ses sorties. Les changements de saison, les traces d'animaux, les variations météorologiques. Mais aussi, plus discrètement, tout ce qui pouvait avoir un rapport avec la disparition d'Emma et Léa. Un détail que les gendarmes auraient pu manquer, un indice que personne n'aurait remarqué. Elle se disait qu'elle connaissait cette montagne mieux que quiconque, qu'elle avait peut-être une chance de découvrir ce que d'autres avaient raté. Ce carnet était devenu son confessionnal silencieux, le témoin de ses angoisses et de ses espoirs. Elle y consignait ses théories, ses intuitions, ses rêves même. Parfois, elle se sentait ridicule de s'accrocher ainsi à des chimères, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Il fallait qu'elle continue à chercher, à espérer, à croire que la vérité finirait par émerger. Car au fond d'elle-même, Marguerite avait toujours eu la conviction qu'Emma et Léa n'étaient pas mortes. C'était irrationnel, inexplicable, mais cette certitude la habitait. Elles étaient quelque part, vivantes, attendant qu'on les retrouve. Cette fois, elle ne l'avait jamais partagée avec personne, de peur qu'on la prenne pour une vieille femme sénile. Mais elle continuait de porter cette flamme fragile, cette espérance têtue qui lui donnait la force de se lever chaque matin. Et ce matin-là, alors que Titan s'élançait sur le sentier avec son enthousiasme habituel, Marguerite ne se doutait pas que cette fois allait enfin être récompensée. Elle ne savait pas que sa routine quotidienne était sur le point de basculer dans l'extraordinaire, que les secrets de la montagne allaient enfin commencer à se dévoiler. La vérité dormait là, tout près, cachée derrière un amas de rochers que 1000 promeneurs avaient côtoyé sans rien voir. Il suffisait d'un chien curieux et d'une vieille femme obstinée pour que le mystère commence enfin à se résoudre. Le matin du 12 avril 2023 avait commencé comme tous les autres. Marguerite s'était levée à 6h30, avait préparé son café dans la vieille cafetière émaillée qui appartenait à sa mère, puis avait enfilé ses chaussures de marche et sa veste de laine. Titan l'attendait déjà près de la porte, la queue frétillante, les yeux brillants d'impatience. « Allez, mon vieux compagnon », avait-elle murmuré en caressant sa tête grise. « Encore une belle journée nous attend. » Le soleil perçait à peine entre les sommets quand ils avaient pris le sentier qui montait vers la forêt de Mélèze.
L'air était vif et pur, chargé des parfums du printemps naissant. Les premières fleurs sauvages pointaient entre les pierres, timides touches de couleur dans le paysage encore austère de l'altitude. Marguerite respirait profondément, laissant la beauté de ces montagnes familières apaiser, comme chaque matin, les tourments de son âme. Titane trottait devant elle, s'arrêtant parfois pour renifler une trace, pour explorer un buisson, pour marquer son territoire. C'était un chien intelligent et obéissant, qui connaissait les habitudes de sa maîtresse et respectait généralement l'itinéraire de leur promenade quotidienne. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Il venait de dépasser le petit pont de bois qui enjambait le torrent quand Titane s'immobilisa brusquement. Ses oreilles se dressèrent, son corps se tendit, et il émit un gémissement sourd que Marguerite ne lui connaissait pas. Elle s'approcha, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu as senti quelque chose ?» Le chien ne répondait pas à ses appels. Il regardait fixement vers la droite en direction d'un amas rocheux qu'un ancien éboulement avait formé au pied de la falaise. C'était un endroit que Marguerite connaissait bien. Elle était passée devant des centaines de fois sans jamais y prêter attention particulière. Mais Titane semblait hypnotisée par quelque chose qu'elle ne percevait pas. Soudain, le chien s'élança vers les rochers. Marguerite le suivit, intriguée par ce comportement inhabituel. Titane s'était arrêtée devant un énorme bloc de pierre et grattait frénétiquement la terre et les feuilles mortes qui s'étaient accumulées à sa base. Ses griffes raclaient le sol avec une détermination que sa maîtresse ne lui avait jamais vue. « Titane, arrête ça! Qu'est-ce qui te prend ?» Mais le chien continuait, haletant, creusant avec une énergie farouche. Marguerite s'agenouilla près de lui et remarqua alors quelque chose d'étrange. Là où Titane grattait, la terre semblait moins tassée, comme si elle avait été remuée récemment. Et derrière le gros rocher, elle distinguait maintenant une anfractuosité sombre qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Son cœur se mit à battre plus vite. Était-il possible qu'il y ait une ouverture cachée derrière cet éboulement? Elle écarta délicatement Titane et entreprit de dégager elle-même les branchages et les pierres qui obstruaient ce qui ressemblait de plus en plus à l'entrée d'une grotte. Au bout de quelques minutes d'effort, une ouverture apparut. Étroite, à peine assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler, mais indéniablement artificielle. Quelqu'un avait aménagé cette entrée, l'avait camouflée avec soin. Le souffle de Marguerite se fit court. Après 4 ans de recherche infructueuse, était-il possible qu'elle soit en train de découvrir quelque chose d'important? Elle sortit de sa poche la petite lampe de poche qu'elle emportait toujours lors de ses promenades et en dirigea le faisceau vers l'intérieur de la grotte. Ce qu'elle vit la figea sur place. À quelques mètres de l'entrée, posée sur une saillie rocheuse comme sur un autel, brillait une petite médaille dorée. Marguerite reconnut immédiatement l'objet. Elle en avait vu des dizaines de semblables au fil des années. Une médaille de première communion avec l'image de la Vierge Marie gravée sur le métal précieux. Ses mains tremblaient quand elle se glissa dans l'ouverture pour s'emparer de la médaille. Au dos, gravé dans une écriture enfantine qu'elle reconnut immédiatement, elle lut les mots qui changèrent sa vie. Emma Moreau. Première communion. Mai 2018. La médaille d'Emma. La médaille qu'elle portait le jour de sa disparition, dont les parents avaient parlé aux gendarmes, qui figurait sur la liste des objets personnels que les fillettes avaient avec elles cette maudite soirée d'octobre. Marguerite s'appuya contre la paroi rocheuse, le souffle coupé. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Après 4 années de silence, après 4 années à espérer contre tout espoir, elle tenait enfin une preuve tangible. Emma était venue ici. Emma avait vécu ici. Cette grotte cachée était liée à la disparition des jumelles. 1000 questions se bousculaient dans son esprit. Comment les fillettes avaient-elles découvert cette grotte? Depuis quand s'y cachaient-elles? Étaient-elles encore vivantes? Où étaient-elles maintenant? Et surtout, pourquoi n'étaient-elles jamais rentrées chez elles? Elle dirigea de nouveau sa lampe vers l'intérieur de la grotte. L'espace était plus vaste qu'elle ne l'avait d'abord cru. Au fond, elle distinguait d'autres objets, des vêtements pliés, ce qui ressemblait à des conserves, quelques livres. Cette grotte avait été habitée. Quelqu'un y avait vécu, peut-être pendant longtemps. Titane, resté à l'extérieur, gémissait doucement.
Il semblait comprendre l'importance de ce moment, la gravité de ce qu'ils venaient de découvrir ensemble. Marguerite ressortit de la grotte, serra la médaille dans sa main et contempla son chien avec une émotion profonde. « Mon brave Titan, tu as réussi là où tous les autres ont échoué. Tu as retrouvé la trace de nos petites filles. Mais maintenant, que devait-elle faire? Prévenir immédiatement les gendarmes, explorer davantage la grotte, rentrer chez elle pour réfléchir? Cette découverte était si énorme, si inattendue, qu'elle se sentait dépassée par les événements. Une partie d'elle voulait courir jusqu'au village, frapper à la porte des Moreau, leur annoncer qu'elle avait retrouvé une trace de leur fille. Mais une autre partie, plus prudente, lui soufflait d'être méthodique. Il fallait qu'elle comprenne ce qui s'était passé dans cette grotte avant d'alarmer tout le monde. Il fallait qu'elle soit sûre de ne rien omettre, de ne rien détruire qui pourrait servir à l'enquête. Elle glissa la médaille dans sa poche et regarda une dernière fois l'entrée camouflée de la grotte. Puis elle rappela Titan et prit le chemin du retour, l'esprit en ébullition. Pour la première fois depuis 4 ans, elle avait l'impression que le mystère d'Emma et Léa commençait enfin à se dévoiler. Mais elle ne se doutait pas que cette découverte n'était que le début d'une vérité beaucoup plus complexe et douloureuse qu'elle ne l'imaginait. Elle ne savait pas encore que derrière cette médaille se cachait une histoire qui allait ébranler les fondements mêmes de sa communauté et révéler des secrets que certains auraient préféré voir rester enfouis à jamais. Le chemin du retour lui parut interminable. À chaque pas, elle sentait la médaille d'Emma contre sa cuisse, petit poids de métal qui portait en lui toute l'espérance du monde. Cette nuit-là, Marguerite ne ferma pas l'œil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond de sa chambre, tournant et retournant la médaille d'Emma entre ses doigts. Le métal était tiède maintenant, réchauffé par ses mains tremblantes, mais il conservait cette patine particulière des objets longtemps portés avec amour. 1000 souvenirs affluaient dans son esprit. Emma, à 10 ans, levant fièrement sa main pour répondre en classe. Emma, riant aux éclats avec sa sœur dans la cour de récréation. Emma, le jour de sa première communion, radieuse dans sa robe blanche, cette même médaille brillant sur sa poitrine comme une promesse d'innocence éternelle. Mais d'autres souvenirs, plus anciens et plus douloureux, refaisaient surface. Jean-Luc Moreau, à 25 ans, grand et séduisant, ses yeux clairs pétillant de malice quand il la taquinait après la messe du dimanche. Jean-Luc qui lui parlait de ses rêves, de la ferme qu'il voulait reprendre, de la famille qu'il désirait fonder. Jean-Luc qui l'embrassait dans les alpages, sous les étoiles, en lui promettant qu'ils vieilliraient ensemble dans ces montagnes qu'ils aimaient tant. Puis il y avait eu Sylvie. Sylvie Garnier, arrivée de la vallée avec ses 18 ans et sa beauté éclatante. Sylvie qui avait tourné la tête de tous les hommes du village, y compris celle de Jean-Luc. En quelques mois, Marguerite avait vu l'homme qu'elle aimait s'éloigner d'elle, fascinée par cette jeune femme qui représentait tout ce qu'elle n'était pas, spontanée, insouciante, libre de toute attache. Le mariage avait eu lieu l'été suivant. Marguerite y avait assisté, souriante et digne, cachant sa peine derrière un masque de politesse. Elle avait même offert un cadeau au jeune marié, un service en porcelaine qui avait appartenu à sa grand-mère. Personne n'avait jamais su à quel point ce geste lui avait coûté. Jean-Luc était mort 15 ans plus tard dans un accident de tracteur. Marguerite avait pleuré en secret cette nuit-là, pleurant non seulement l'homme qu'il était devenu, mais aussi le jeune homme qu'elle avait aimé et perdu. Sylvie était restée veuve avec un fils, Claude, qui avait grandi pour devenir le père d'Emma et Léa. Ces fillettes étaient donc ses petites filles spirituelles, les descendances de l'homme qu'elle avait aimé plus que tout au monde. Cette pensée lui serrait le cœur d'une émotion particulière, mélange de tendresse et de mélancolie qui donnait à sa recherche une dimension plus personnelle encore. Au petit matin, sa décision était prise. Elle devait retourner à la grotte, l'explorer méthodiquement, comprendre ce qui s'y était passé. Mais elle le ferait seule d'abord, avant d'alerter qui que ce soit. Elle devait à Emma et Léa, elle se devait à elle-même, de percer ce mystère jusqu'au bout. Après un petit déjeuner qu'elle avala sans appétit, Marguerite prépara soigneusement son expédition. Elle glissa dans son sac à dos une lampe de poche plus puissante, des piles de rechange, un carnet et un crayon, des gants de jardinage et une petite pelle.
Elle emporta aussi son téléphone portable, bien qu'elle doutât de capter le moindre signal dans la grotte. Titan l'accueillit avec son enthousiasme habituel, mais Marguerite remarqua qu'il se dirigeait spontanément vers le sentier menant à la grotte, comme s'il avait compris que leur découverte de la veille n'était que le commencement de quelque chose de plus important. Cette fois, quand ils atteignirent l'amas rocheux, Marguerite ne ressentit plus la surprise de la première découverte, mais une détermination froide et méthodique. Elle dégagea complètement l'entrée de la grotte, empilant soigneusement les pierres et les branchages sur le côté. Puis elle s'équipa de sa lampe et se glissa dans l'ouverture. L'intérieur était plus spacieux qu'elle ne l'avait d'abord cru. La grotte s'enfonçait sur une dizaine de mètres dans la montagne, formant une cavité naturelle que quelqu'un avait aménagée avec soin. Le sol était tapissé de feuilles sèches et de mousse, créant un tapis naturel. Contre les parois rocheuses, des niches avaient été creusées pour ranger des objets. Marguerite explora méthodiquement chaque recoin, notant tout dans son carnet. Dans la première niche, elle trouva des vêtements d'enfants soigneusement pliés, des pulls, des pantalons, des sous-vêtements qu'elle reconnut comme appartenant aux fillettes. Certains étaient sales et usés, d'autres semblaient avoir été lavés récemment. Dans une autre niche, des conserves étaient empilées, des boîtes de haricots verts, de petits pois, de raviolis. Des aliments simples mais nourrissants qui pouvaient se conserver longtemps et se manger froid. Quelques bouteilles d'eau complétaient ces provisions. Plus troublant encore, Marguerite découvrit des objets qui témoignaient d'une vie quotidienne organisée. Des brosses à dents, du dentifrice, du savon, des serviettes. Quelqu'un avait vécu ici, non pas en survivant dans des conditions précaires, mais en s'installant durablement. Au fond de la grotte, elle trouva ce qui ressemblait à un coin lecture. Quelques livres étaient posés sur une pierre plate, des romans pour enfants, des bandes dessinées, un manuel de sciences naturelles. À côté, des crayons de couleur et des feuilles de papier sur lesquelles elle distinguait des dessins d'enfants. Son cœur bondit quand elle examina ces dessins de plus près. L'un d'eux représentait clairement deux fillettes se tenant par la main devant une maison. En bas de la feuille d'une écriture encore malhabile, elle lut peu. Emma et Léa dans leur maison secrète. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elles étaient venues ici volontairement. Elles avaient transformé cette grotte en refuge, en maison. Mais pourquoi? Pourquoi deux fillettes de 12 ans auraient-elles choisi de vivre dans une grotte plutôt que de rentrer chez leurs parents qui les chérissaient? Dans un dernier recoin, Marguerite fit une découverte qui la troubla profondément. Cachée sous un amas de feuilles, elle trouva une boîte en métal contenant ce qui ressemblait à des lettres d'amour. Son cœur se serra quand elle reconnut son propre nom sur certaines enveloppes jaunies. C'étaient les lettres qu'elle avait écrites à Jean-Luc 40 ans plus tôt, ces mots d'amour passionné qu'elle croyait perdus à jamais. Comment ces lettres étaient-elles arrivées ici? Qui les avait conservées toutes ces années? Et surtout, quel rapport pouvaient-elles avoir avec la disparition des fillettes? Marguerite s'assit sur le sol de la grotte, les lettres entre les mains, submergée par l'émotion. Le passé et le présent se mélangeaient dans son esprit, créant un puzzle dont elle ne parvenait pas encore à assembler toutes les pièces. Une chose était certaine. Cette grotte recélait bien plus de secrets qu'elle ne l'avait imaginé. Et au cœur de ces secrets se trouvait une histoire qui la concernait personnellement. Une histoire qui remontait à bien avant la naissance d'Emma et Léa. Dehors, Titan aboyait doucement, comme pour la rappeler à la réalité. Marguerite glissa soigneusement les lettres dans son sac et ressortit de la grotte, l'esprit en ébullition. Elle avait trouvé bien plus qu'elle ne cherchait, et cette découverte ouvrait des questions encore plus troublantes que celles qu'elle espérait résoudre. 3 jours passèrent avant que Marguerite trouve le courage de retourner à la grotte. 3 jours pendant lesquels elle tourna en rond dans sa maison, relisant ses anciennes lettres d'amour, essayant de comprendre comment elles avaient pu se retrouver dans ce refuge secret. 3 jours à se demander si elle devait tout révéler aux autorités ou continuer son enquête personnelle. Le poids du secret devenait insupportable. Chaque fois qu'elle croisait Claude Moreau au village, chaque fois qu'elle apercevait Sylvie à la boulangerie, elle avait l'impression de porter sur ses épaules le fardeau de leur espoir et de leur désespoir. Elle savait qu'Emma et Léa avaient vécu, qu'elles avaient survécu bien au-delà de cette nuit d'octobre,
mais elle ignorait encore où elle se trouvait maintenant. Ce qui la troublait le plus, c'était la découverte de ces lettres. Comment Jean-Luc avait-il pu les conserver toutes ces années? Et surtout, comment étaient-elles arrivées dans cette grotte? Cela impliquait-il que quelqu'un de sa famille connaissait l'existence de ce refuge? Le jeudi matin, n'y tenant plus, elle décida de retourner sur les lieux avec Titane. Cette fois, elle était déterminée à explorer chaque recoin, à ne rien laisser au hasard. Elle emporta un sac plus grand, des provisions pour toute la journée, et surtout un appareil photo numérique que son neveu lui avait offert à Noël et qu'elle n'avait jamais utilisé. L'exploration méthodique de la grotte lui prit plusieurs heures. Elle photographia chaque objet, chaque dessin, chaque aménagement. Petit à petit, elle reconstitua la vie quotidienne que les fillettes avaient menée dans ce refuge. Elles avaient organisé leur espace avec une minutie touchante. Un coin pour dormir avec des couvertures empilées, un coin pour manger avec des assiettes en plastique et des couverts, un coin pour se laver avec une bassine et des serviettes. Mais c'est dans le fond de la grotte, dans une fissure qu'elle n'avait pas remarquée lors de sa première visite, qu'elle fit la découverte la plus bouleversante. Ses doigts rencontrèrent d'abord quelque chose de doux et de familier, des brins de laine tressés ensemble. Quand elle parvint à extraire l'objet de sa cachette et qu'elle braqua sa lampe dessus, son cœur faillit s'arrêter. C'était un bracelet. Un bracelet artisanal fait de fils de laine rouge, bleu et blanc tressés ensemble, ornés de petites perles colorées. Un bracelet que Marguerite ne reconnaissait pas, qui ne figurait sur aucune liste d'objets personnels des fillettes, qui n'existait pas le jour de leur disparition. Ce bracelet avait été fabriqué récemment. La laine était encore souple, les couleurs vives, les nœuds serrés et précis. Quelqu'un l'avait confectionné ici même, dans cette grotte, bien après octobre 2019. Les implications de cette découverte la frappèrent comme un coup de massue. Emma et Léa n'avaient pas seulement survécu à leur disparition, elles avaient vécu ici pendant des mois, peut-être des années. Elles avaient grandi dans cette grotte, créant des objets, s'occupant comme elles pouvaient, menant une existence secrète loin du monde. Mais alors, où étaient-elles maintenant? Et surtout, pourquoi n'étaient-elles jamais rentrées chez elles? Marguerite s'assit sur le sol rocheux, le bracelet entre les mains, submergée par l'ampleur de ce qu'elle découvrait. Ces fillettes de 12 ans, que tout le village pleurait comme mortes, avaient survécu seules dans cette montagne hostile. Elles avaient trouvé de quoi se nourrir, se chauffer, s'occuper. Elles avaient fait preuve d'une débrouillardise et d'un courage extraordinaires. Mais cette survie soulevait des questions encore plus troublantes. Si elles avaient pu vivre ici si longtemps, pourquoi ne pas être rentrées chez elles? De quoi ou de qui fuyaient-elles? Qu'est-ce qui avait pu pousser deux enfants à choisir l'isolement et la précarité plutôt que le confort et l'amour de leur famille? Pour la première fois depuis sa découverte, Marguerite comprit qu'elle ne pouvait plus garder le secret. Cette affaire la dépassait largement. Il fallait que les autorités reprennent l'enquête, qu'elles mobilisent tous les moyens nécessaires pour retrouver Emma et Léa. Car si elles avaient survécu jusqu'à maintenant, il y avait encore de l'espoir. Mais à qui s'adresser? Le brigadier Roussel avait pris sa retraite l'année précédente. Son remplaçant, un jeune gendarme nommé Martinez, ne connaissait l'affaire que par les dossiers. Allait-il la prendre au sérieux? Allait-il comprendre l'urgence de la situation? Marguerite glissa soigneusement le bracelet dans son sac, à côté de la médaille d'Emma et de ses propres lettres d'amour. Ces trois objets formaient un puzzle dont elle ne saisissait pas encore toutes les connexions, mais qui racontait ensemble une histoire complexe mêlant le passé et le présent, l'amour et la peur, l'espoir et le mystère. En ressortant de la grotte, elle prit une décision. Elle allait d'abord se rendre à la gendarmerie pour signaler sa découverte. Peu importait si le brigadier Martinez la prenait pour une vieille femme fantaisiste. Elle avait des preuves tangibles, des objets concrets qui relanceraient forcément l'enquête. Mais avant cela, elle voulait faire une dernière chose. Elle voulait revoir Claude et Sylvie Moreau, observer leurs réactions, essayer de comprendre s'ils savaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais dit. Car, au fond de son cœur, Marguerite commençait à soupçonner que la vérité sur la disparition d'Emma et Léa était peut-être plus proche qu'elle ne l'avait imaginé.
Le chemin du retour lui parut interminable. À chaque pas, elle sentait le poids de ses découvertes, la responsabilité écrasante de ce qu'elle savait maintenant. Dans quelques heures, elle allait changer le cours de cette histoire, relancer une enquête que tout le monde croyait close, redonner espoir à des parents brisés par 4 années de silence. Mais elle ignorait encore qu'en ouvrant cette boîte de Pandore, elle allait déclencher une série d'événements qui ébranleraient les fondements mêmes de sa petite communauté. Elle ne savait pas que certains secrets valaient mieux rester enfouis et que la vérité qu'elle recherchait avec tant d'acharnement allait révéler des horreurs qu'aucun parent ne devrait jamais connaître. Titan trottait à ses côtés, fidèle compagnon de cette quête qui prenait une dimension de plus en plus dramatique. Sans lui, jamais elle n'aurait découvert cette grotte. Sans lui, Emma et Léa seraient restées perdues à jamais dans les méandres du mystère. Mais maintenant que la vérité commençait à émerger, Marguerite se demandait si elle était vraiment prête à en affronter toutes les conséquences. Le brigadier Martinez était un homme d'une 30aine d'années, méticuleux et sérieux, qui avait pris ses fonctions à Saint-Roch-des-Cimes avec la ferme intention de prouver sa valeur. Quand Marguerite se présenta à la gendarmerie ce vendredi après-midi, un sac en toile à la main et Titan sur ses talons, il l'accueillit, avec la politesse professionnelle qu'il réservait à tous les administrés. « Madame Durand, que puis-je faire pour vous ?» Marguerite posa son sac sur le bureau et en sortit délicatement la médaille d'Emma, le bracelet de Léa et quelques-unes des photographies qu'elle avait prises dans la grotte. Martinez examina les objets avec attention, son visage se fermant progressivement à mesure qu'il comprenait l'importance de ce qu'elle lui montrait. « Vous êtes en train de me dire que vous avez découvert des preuves liées à l'affaire Moreau, après 4 ans ?» Sa voix trahissait un mélange de scepticisme et d'excitation professionnelle. Il avait lu le dossier de cette disparition en prenant son poste, s'était penché sur chaque détail de l'enquête menée par son prédécesseur. Cette affaire non résolue était comme une épine dans le pied de la brigade. Marguerite lui raconta tout. La découverte de la grotte, l'exploration méthodique, les objets qui prouvaient qu'Emma et Léa avaient vécu là pendant une période prolongée. Elle omit seulement de mentionner ses propres lettres d'amour, gardant ce détail personnel pour elle. Martinez prit des notes détaillées, posa des questions précises sur la localisation exacte de la grotte, sur l'état des objets trouvés, sur les conditions de leur découverte. Au bout d'1 heure, il était convaincu de la sincérité de Marguerite et de l'importance de sa découverte. « Madame Durand, vous réalisez ce que cela implique. Si ces fillettes ont survécu dans cette grotte, si elles y ont vécu pendant des mois ou des années, alors toute notre compréhension de cette affaire doit être revue. » Il organisa immédiatement une expédition pour le lendemain matin. Une équipe de techniciens en identification criminelle serait dépêchée de la ville pour examiner la grotte sous tous les angles. Chaque objet serait photographié, répertorié, analysé. L'enquête reprenait officiellement. Mais avant cela, Martinez souhaitait interroger de nouveau les parents des fillettes. Marguerite l'accompagna chez les Moreau, le cœur serré par l'émotion qu'elle s'apprêtait à provoquer. Claude et Sylvie Moreau habitaient une maison de pierre traditionnelle au centre du village. Quand ils virent arriver le gendarme accompagné de Marguerite, leur visage se figea dans cette expression de terreur mêlée d'espoir que Marguerite leur connaissait depuis 4 ans. « Nous avons du nouveau concernant Emma et Léa », annonça Martinez sans préambule. Ce qui suivit fut un mélange de larmes, de cris de joie et d'incompréhension. Sylvie s'effondra en sanglots quand elle vit la médaille de sa fille. Claude serra les poings en découvrant le bracelet artisanal, preuve que leurs enfants avaient continué à vivre après leur disparition. « Mais pourquoi ?» répétait Sylvie entre ses larmes. « Pourquoi ne sont-elles pas rentrées? Pourquoi se cachaient-elles de nous ?» C'était la question qui hantait tous les esprits. Martinez interrogea longuement les parents, essayant de comprendre ce qui avait pu pousser Emma et Léa à fuir leur foyer. Y avait-il eu des disputes, des problèmes à l'école? Des personnes qui leur faisaient peur? Claude et Sylvie juraient que leurs filles étaient heureuses. Bien sûr, elles pouvaient être parfois turbulentes, comme tous les enfants de leur âge, mais rien ne laissait présager une fugue si drastique. Elles aimaient leurs parents, étaient attachées à leur maison, avaient des amis au village. « Il faut qu'il y ait à autre chose », insistait Martinez.
Des enfants de 12 ans ne survivent pas seuls dans la montagne pendant des années sans raison majeure. C'est alors que Marguerite remarqua quelque chose d'étrange. Pendant tout l'interrogatoire, Claude répondait aux questions avec sincérité, mais il évitait soigneusement de regarder sa femme. Et quand Martinez évoquait la possibilité que quelqu'un ait pu faire peur aux fillettes, elle vit Sylvie jeter un coup d'œil furtif vers son mari, un regard chargé d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. Après avoir quitté les Moreau, Martinez organisa les recherches pour le lendemain. Mais Marguerite, troublée par ce qu'elle avait observé, décida de retourner une dernière fois à la grotte avant l'arrivée de l'équipe officielle. Elle voulait explorer un dernier recoin qu'elle avait négligé lors de ses précédentes visites. Cette fois, elle fouilla méthodiquement la partie la plus profonde de la cavité, là où l'obscurité était totale et où elle n'avait fait qu'une exploration superficielle. C'est là, dissimulé dans une anfractuosité à peine visible, qu'elle découvrit l'objet qui allait tout changer. Un petit carnet relié de cuir rouge, identique à celui qu'elle utilisait elle-même pour noter ses observations. Mais celui-ci ne lui appartenait pas. Sur la couverture d'une écriture soignée qu'elle reconnut immédiatement était inscrit « Journal de Léa Moreau ». Ses mains tremblaient quand elle ouvrit le carnet à la première page. L'écriture était celle d'une enfant, mais elle évoluait au fil des pages, devenant plus mature, plus assurée. Ce journal couvrait manifestement plusieurs années de la vie de Léa dans cette grotte. Les premières entrées dataient d'octobre 2019, quelques jours après la disparition. Léa y racontait leur fuite précipitée, leur découverte de la grotte, leurs premières nuits terrifiées dans l'obscurité. Mais, au fil des pages, le ton changeait. La peur laissait place à l'organisation, à l'adaptation, presque à une forme de fierté d'avoir réussi à survivre. Marguerite lisait avec une fascination horrifiée ces mots d'enfant qui racontaient une histoire incroyable de survie et de débrouillardise. Léa décrivait comment elles avaient appris à se nourrir de baies et de champignons, comment qu'elles avaient organisé leur vie quotidienne, comment elles s'occupaient mutuellement quand l'une d'elles tombait malade. Mais c'est vers le milieu du carnet que Marguerite découvrit les passages qui lui glacèrent le sang. Léa y expliquait pourquoi elles avaient fui, pourquoi elles ne pouvaient pas rentrer chez elles, pourquoi elles préféraient la dure vie de la montagne au confort de leur foyer. « L'homme qui nous fait du mal ne nous trouvera jamais ici », écrivait Léa d'une écriture encore enfantine. « Emma pleure encore la nuit, mais moi je lui dis qu'on est en sécurité maintenant. Il ne peut plus nous toucher, plus nous faire ces choses horribles qui nous font si mal. » Les pages suivantes détaillaient avec une précision d'enfant les abus qu'elles avaient subis, les menaces qui les avaient poussées au silence, la terreur qui les habitait chaque fois que l'homme venait les voir. Léa ne donnait jamais le nom de leur agresseur, mais elle mentionnait des détails qui permettaient de l'identifier. Il sent toujours le tabac et l'alcool. Il a une cicatrice sur la main droite. Il nous dit qu'il nous tuera si on en parle à papa et maman. Marguerite ferma le carnet, les larmes aux yeux. Ces petites filles avaient vécu un calvaire qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Elles avaient préféré l'exil et la solitude plutôt que de subir ces horreurs. Et quelque part, leur agresseur continuait de vivre tranquillement, peut-être même de participer aux recherches, de consoler les parents, de jouer la comédie de l'inquiétude. Mais qui était cet homme? Et surtout, où étaient Emma et Léa maintenant? Car les dernières entrées du journal dataient de plusieurs mois. Quelque chose avait interrompu leur vie dans cette grotte, quelque chose qui les avait poussées à partir ailleurs. Cette nuit-là, Marguerite ne remit pas le journal de Léa aux autorités. Elle savait qu'elle aurait dû le faire, que c'était son devoir de citoyenne et sa responsabilité morale envers ses enfants. Mais quelque chose la retenait, une intuition qu'elle ne parvenait pas à formuler clairement. Elle relut plusieurs fois les passages les plus troublants, essayant de décrypter les indices que Léa avait inconsciemment semés dans son récit. L'homme à la cicatrice sur la main droite, qui sentait le tabac et l'alcool. Un homme qui avait facilement accès aux fillettes, qui connaissait leurs habitudes, qui pouvait les approcher sans éveiller les soupçons. Au matin, sa décision était prise. Avant de tout révéler à Martinez, elle voulait mener sa propre enquête discrète.
Elle connaissait tous les hommes du village, elle avait été leur institutrice pour la plupart. Si l'un d'eux correspondait au profil décrit par Léa, elle le découvrirait. Sa première étape fut la boulangerie, point névralgique des Ragos du village. Marie Blanchard, la boulangère, était une source inépuisable d'informations sur la vie de ses concitoyens. Marguerite acheta sa baguette quotidienne et orienta habilement la conversation sur les hommes du village qui avaient des cicatrices aux mains. Une cicatrice sur la main droite? Mais bien sûr, il y a Bernard Moreau, tu sais, le frère de Claude. Il s'est blessé avec une scie électrique il y a une dizaine d'années, une vilaine blessure qui lui a laissé une marque bien visible. Le cœur de Marguerite se serra. Bernard Moreau, l'oncle d'Emma et Léa. Un homme de 50 ans, célibataire, qui vivait seul dans une maison à l'écart du village. Un homme qui fumait beaucoup et qui, elle s'en souvenait maintenant, sentait effectivement souvent l'alcool. Et puis il y a aussi Robert Favre, le mécanicien, continuait Marie sans remarquer le trouble de Marguerite. Lui aussi a une cicatrice à la main, mais c'est plutôt sur la gauche, je crois. Marguerite remercia Marie et quitta la boulangerie, l'esprit en ébullition. Bernard Moreau. Comment n'y avait-elle pas pensé plus tôt? Il était toujours présent lors des repas de famille, des anniversaires, des fêtes. Il gardait parfois Emma et Léa quand leurs parents sortaient. Il avait toute leur confiance. Elle se dirigea vers la place du village où trônait le monument aux morts, espérant y croiser Bernard comme il en avait l'habitude chaque matin après son café au bistrot. Elle ne fut pas déçue. Il était là, assis sur le banc habituel, une cigarette aux lèvres, lisant le journal local, Intan. S'approchant, Marguerite observa discrètement ses mains. Effectivement, une cicatrice blanchâtre courait sur le dos de sa main droite, de l'index jusqu'au poignet. Son cœur battait la chamade, mais elle s'efforça de paraître naturelle. « Bonjour Bernard, comment allez-vous » Il leva les yeux de son journal et lui sourit. Un sourire qui lui parut soudain différent, chargé d'une ambiguïté qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Ah, Marguerite, toujours aussi matinale, j'ai entendu dire que vous aviez trouvé quelque chose d'intéressant hier. Les gendarmes sont venus me poser des questions. » Cette phrase la figea. Comment savait-il déjà? L'information avait-elle circulé si vite dans le village? Ou bien n'était-ce autre chose? Oh, vous savez, une vieille médaille rouillée que mon chien a déterrée. Probablement rien d'important. Bernard la regardait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Ses yeux, qu'elle avait toujours trouvés quelconques, lui semblaient maintenant perçants et calculateurs. Une médaille, vraiment, c'est curieux. J'espère que ce n'est pas un faux espoir pour Claude et Sylvie. Ils ont déjà tellement souffert. Sa voix était douce, compatissante, mais Marguerite y décela quelque chose de forcé. Elle prit congé rapidement et s'éloigna, sentant son regard dans son dos. De retour chez elle, elle décida d'explorer une autre piste. Si Bernard était effectivement l'agresseur décrit dans le journal de Léa, il devait avoir laissé d'autres traces. Elle se rendit dans son grenier et fouilla dans les vieilles boîtes contenant ses souvenirs d'institutrice. Dans un carton poussiéreux, elle retrouva les cahiers de tous ses anciens élèves, classés par année scolaire. Elle chercha celui de Bernard, qu'elle avait eu en classe à la fin de sa carrière. En feuilletant ses anciens devoirs, elle découvrit quelque chose qui confirma ses soupçons. Une rédaction sur le thème « Ma famille », où le jeune Bernard décrivait avec une précision troublante l'intimité de son foyer. Il mentionnait les habitudes de ses parents, leurs disputes, leurs réconciliations, mais aussi des détails que seul un observateur très attentif pouvait connaître. Déjà enfant, Bernard était un voyeur, quelqu'un qui, épiant, qui scrutait, qui connaissait les secrets des autres. Plus troublante encore, elle trouva dans ses affaires personnelles une photographie de famille datant d'une dizaine d'années. On y voyait Claude, Sylvie et leur fille, mais aussi Bernard, qui tenait Emma et Léa par les épaules. Les fillettes, alors âgées de 6 ou 7 ans, avaient l'air mal à l'aise, leur sourire semblait forcé. Marguerite examina attentivement cette photo à la loupe. L'attitude de Bernard lui parut soudain équivoque. Sa façon de tenir les enfants, son expression satisfaite, tout concourait à renforcer ses soupçons. Mais elle avait besoin de preuves plus concrètes. Le journal de Léa était accablant, mais il ne mentionnait jamais explicitement le nom de l'agresseur.
Il lui fallait quelque chose de plus tangible pour convaincre les autorités. C'est alors qu'elle se souvint d'un détail dans le journal. Léa mentionnait que l'homme leur apportait parfois des bonbons pour les amadouer, des bonbons d'une marque particulière qu'elle n'avait jamais vus ailleurs. Si elle parvenait à établir un lien entre Bernard et ses bonbons, elle aurait un début de preuve. Elle retourna discrètement au village et interrogea subtilement quelques commerçants. Chez l'épicier, elle apprit que Bernard achetait effectivement régulièrement des bonbons, toujours les mêmes, des caramels à la violette d'une marque artisanale qu'il fallait commander spécialement. « C'est curieux », lui confia l'épicier. « Il n'en mange jamais lui-même, mais il m'en commande une boîte tous les mois depuis des années. Il dit que c'est pour offrir, mais je ne l'ai jamais vu en donner à personne. » Le puzzle commençait à se reconstituer. Bernard Moreau, l'oncle débonnaire et célibataire, menait en réalité une double vie. Derrière son apparence inoffensive, se cachait un prédateur qui avait abusé de la confiance de sa famille pour s'en prendre aux fillettes. Mais il restait une question cruciale. Où étaient Emma et Léa maintenant? Le journal s'arrêtait brutalement plusieurs mois plus tôt. Quelque chose avait interrompu leur vie dans la grotte. Bernard les avait-il découvertes? Les avait-il contraintes à se cacher ailleurs? Marguerite réalisa qu'elle devait agir vite. Si ses soupçons étaient fondés, Bernard représentait toujours un danger. Et si Emma et Léa étaient encore vivantes quelque part, chaque jour de retard pouvait être crucial. Elle décida de retourner à la grotte une dernière fois, à la recherche d'indices sur ce qui avait pu se passer. Mais cette fois, elle ne s'y rendrait pas seule. Il était temps d'impliquer les autorités et de révéler tout ce qu'elle savait. Car au fond d'elle-même, Marguerite avait maintenant la certitude terrible que Bernard Moreau était l'homme décrit dans le journal de Léa. Et cette certitude s'accompagnait d'une peur grandissante. Et s'il découvrait qu'elle était sur sa piste? Le lendemain matin, Marguerite se rendit directement à la gendarmerie avec le journal de Léa et la photographie de famille. Martinez l'écouta attentivement, son visage se durcissant à mesure qu'elle exposait ses soupçons concernant Bernard Moreau. Quand elle lui tendit le journal intime, il le feuilleta rapidement, ses mâchoires se crispant à la lecture des passages les plus troublants. « Bon sang, murmura-t-il, si tout cela est vrai, nous avons affaire à un prédateur qui a sévi pendant des années sous le nez de tout le monde. » Il organisa immédiatement une surveillance discrète de Bernard Moreau, tout en préparant une perquisition de son domicile. Mais Marguerite n'était pas satisfaite d'attendre. Une intuition la rongeait, un pressentiment qu'elle ne parvenait pas à chasser. Et si Emma et Léa étaient toujours en vie? Et si elles étaient retenues quelque part? Dans l'après-midi, elle décida de retourner une dernière fois à la grotte, accompagnée de Titane. Elle voulait s'assurer qu'elle n'avait rien oublié, aucun indice qui pourrait révéler où les fillettes se trouvaient maintenant. C'est en ce moment, en fouillant une nouvelle fois le fond de la cavité, qu'elle fit une découverte qui changea tout. Dissimulée dans une fissure qu'elle avait négligée lors de ses précédentes visites, ses doigts rencontrèrent quelque chose de métallique et de froid. Quand elle parvint à extraire l'objet, son cœur manqua un battement. C'était une clé. Une vieille clé rouillée, attachée à un porte-clés en cuir portant les initiales BM, Bernard Moreau. La signification de cette découverte la frappa immédiatement. Bernard connaissait l'existence de cette grotte. Il y était venu, probablement pour chercher Emma et Léa quand il s'était rendu compte de leur disparition. Et cette clé, qu'avait-elle perdue ici? À quelle serrure correspondait-elle? Marguerite examina attentivement le porte-clés. Le cuir était usé, mais de bonne qualité, le genre d'objet qu'on garde longtemps. Sur le côté, à peine visible, elle distinguait une gravure « Cabane de chasse, les aigles ». Les aigles. Elle connaissait cet endroit. C'était un hameau abandonné, situé à 2 heures de marche dans la montagne, où quelques familles du village possédaient encore de vieilles cabanes de chasse héritées de leurs grands-parents. La plupart n'étaient plus utilisées depuis des années, trop isolées, trop difficiles d'accès. Une terrible certitude l'envahit. Si Bernard avait perdu cette clé dans la grotte, c'était peut-être parce qu'il venait d'en avoir besoin. Et s'il possédait une cabane aux aigles, c'était peut-être là qu'il avait emmené Emma et Léa quand leur refuge avait été découvert. Sans réfléchir davantage, Marguerite glissa la clé dans sa poche et quitta la grotte.
Elle devait aller aux aigles, vérifier son intuition. Mais le sentier était long et difficile, et la nuit ne tarderait pas à tomber. Elle décida de prendre sa voiture jusqu'au parking des randonneurs, puis de continuer à pied. Le hameau des Aigles était encore plus délabré qu'elle ne s'en souvenait. La plupart des cabanes tombaient en ruine, leurs toits effondrés, leurs murs envahis par la végétation. Seuls 2 ou 3 semblaient encore en état d'être utilisés. Guidée par son instinct et par Titan qui semblait avoir flairé quelque chose d'important, Marguerite se dirigea vers la cabane la plus isolée, nichée au bout d'un sentier à peine visible. C'était une construction de bois et de pierre, solide malgré son apparence vétuste, avec des volets fermés et une porte massive. Son cœur battait la chamade quand elle introduisit la clé dans la serrure. Elle tourna parfaitement. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant un intérieur plongé dans l'obscurité. L'odeur qui s'échappa de la cabane la figea sur place. Une odeur de renfermé, de peur, et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle alluma sa lampe de poche et pénétra prudemment dans la cabane. Ce qu'elle découvrit dépassait ses pires cauchemars. Dans un coin de la pièce principale, 2 matelas étaient posés à même le sol, entourés de chaînes et de cadenas. Des vêtements d'adolescente étaient éparpillés alentour, sales et déchirés. Sur une table branlante, des boîtes de conserves ouvertes et des restes de nourriture témoignaient d'une occupation récente. Mais le plus terrible, c'était le mur du fond. Bernard y avait fixé des dizaines de photographies d'Emma et Léa, prises à leur insu au fil des années. Des photos d'elles enfants, puis adolescentes, dans leur intimité, dans leur innocence violée. Certaines portaient des annotations de la main de Bernard, des commentaires obscènes qui révélaient l'étendue de sa perversion. Marguerite dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Ces fillettes qu'elle avait cherchées pendant 4 ans, elles avaient vécu ici, prisonnières de leur propre oncle, subissant des horreurs qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Mais où étaient-elles maintenant? La cabane semblait avoir été abandonnée récemment. Les matelas étaient encore tièdes, les conserves fraîchement ouvertes. Bernard et ses victimes ne devaient pas être loin. C'est alors qu'elle entendit des voix au dehors, des voix qui se rapprochaient de la cabane. Son sang se glaça quand elle reconnut celle de Bernard Moreau, accompagnée de 2 voix plus jeunes, plus fragiles, qui ne pouvaient être que celles d'Emma et Léa. Elles étaient vivantes. Après 4 ans de captivité, après avoir survécu dans la grotte puis avoir été transférées dans cette cabane infernale, Emma et Léa étaient encore vivantes. Mais elles étaient prisonnières d'un homme qui n'hésiterait pas à tout faire pour préserver son secret. Marguerite éteignit rapidement sa lampe et se cacha derrière la porte, le cœur battant à toute rompre. Par l'entrebâillement, elle vit Bernard pousser devant lui 2 silhouettes fragiles. Emma et Léa, maintenant âgées de 16 ans, amaigries et marquées par 4 années de captivité, mais indéniablement vivantes. « Dépêchez-vous de rentrer, » grondait Bernard. « Et pas un bruit, vous savez ce qui arrive quand vous me désobéissez. » Les fillettes, qui étaient maintenant des adolescentes, obéirent en silence, leurs gestes trahissant une soumission acquise par la terreur. Marguerite vit leurs visages dans la pénombre, creusés par la souffrance, mais encore beaux, encore humains, malgré l'horreur qu'elles avaient vécue. Bernard ferma la porte derrière eux et alluma une lampe à pétrole. Dans la lumière vacillante, Marguerite put observer l'homme qu'elle soupçonnait depuis des jours. Il avait vieilli, ses traits s'étaient durcis, mais c'était bien le Bernard qu'elle connaissait depuis toujours. Sauf que maintenant, elle voyait la véritable nature qui se cachait derrière son masque de respectabilité. Il s'approcha des matelas et commença à fixer les chaînes aux chevilles des adolescentes avec une routine qui révélait l'habitude. Emma et Léa ne protestaient pas, ne pleuraient pas. Elles semblaient résignées, brisées par des années de violence et d'abus. « Demain, nous partirons, » annonça Bernard. « J'ai entendu dire que la vieille Durand fouinait trop près de notre ancienne cachette. Il faut qu'on trouve un endroit plus sûr. » Marguerite frissonna en entendant son nom. Bernard savait qu'elle était sur sa piste. Il se préparait à déplacer ses victimes, peut-être même à les faire disparaître définitivement pour préserver son secret. Elle devait agir, et vite. Mais comment?
Elle était seule, sans armes, face à un homme désespéré qui n'hésiterait pas à tuer pour protéger son territoire. Son téléphone portable ne captait aucun signal dans ces montagnes isolées. C'est alors qu'elle se souvint du sifflet d'urgence qu'elle portait toujours lors de ses promenades en montagne. Un sifflet strident que le brigadier Martinez lui avait conseillé d'emporter après sa découverte de la grotte au cas où elle se trouverait en danger. Elle sortit délicatement l'objet de sa poche, priant pour que les gendarmes soient assez proches pour l'entendre, car elle savait maintenant qu'elle ne pourrait pas laisser Bernard emmener Emma et Léa vers un destin encore plus terrible. Quoi qu'il lui en coûte, elle devait les sauver. La nuit était tombée sur le hameau des Aigles, mais pour Marguerite Durand, l'heure de vérité ne faisait que commencer. Marguerite resta immobile derrière la porte pendant ce qui lui sembla une éternité, observant Bernard qui s'installait pour la nuit. L'homme avait sorti une bouteille d'alcool et s'était affalé dans un vieux fauteuil, buvant à même le goulot tout en surveillant ses prisonnières d'un œil torve. Emma et Léa, enchaînées à leur matelas, se blottissaient l'une contre l'autre. Dans la lumière vacillante de la lampe à pétrole, Marguerite pouvait voir qu'elles avaient grandi, qu'elles étaient devenues de jeunes femmes malgré leur captivité. Mais leurs visages portaient les stigmates de 4 années d'enfer, des cernes profonds, une maigreur inquiétante, et surtout cette résignation terrible dans leurs regards qui brisait le cœur. Bernard finit par s'assoupir dans son fauteuil, la bouteille pendant mollement dans sa main. C'était le moment que Marguerite attendait. Elle se glissa silencieusement vers les matelas, évitant soigneusement les planches qui grinçaient. Quand Emma l'aperçut, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais Marguerite porta rapidement un doigt à ses lèvres, lui faisant signe de garder le silence. Puis elle chuchota, si bas que seules les adolescentes pouvaient l'entendre. « Emma, Léa, c'est moi, Marguerite Durand, votre ancienne institutrice. Je suis venue vous sauver. » Les fillettes la regardèrent avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. Léa, toujours la plus courageuse des deux, murmura « Madame Durand, c'est vraiment vous? Comment nous avez-vous trouvés ?»« Chut, parlons très bas. Titan a découvert votre grotte. J'ai lu ton journal, Léa. Je sais tout ce que vous avez enduré. Mais maintenant, nous allons sortir d'ici. » Emma secoua la tête, les larmes aux yeux. « C'est impossible. Il nous tue si on essaie de partir. Il l'a déjà dit 100 fois. Et puis, nous sommes enchaînés. » Marguerite examina les liens qui entravaient les adolescentes. Les chaînes étaient solides, fixées à des anneaux scellés dans le mur. Mais les cadenas semblaient anciens, peut-être fragiles. Elle sortit de sa poche une épingle à cheveux et entreprit de crocheter la serrure du premier cadenas, une technique qu'elle avait apprise dans sa jeunesse quand elle s'enfermait souvent dehors. « Vous avez un plan pour sortir d'ici ?» chuchota Léa, regardant nerveusement vers Bernard qui ronflait maintenant bruyamment. « J'ai un sifflet d'urgence. Les gendarmes patrouillent dans la région depuis que j'ai découvert votre grotte. Si j'arrive à les alerter, ils viendront nous secourir. » Le premier cadenas céda enfin avec un petit clic métallique. Emma massa sa cheville endolorie, la liberté retrouvée lui donnant un regain d'espoir. Marguerite s'attaqua au second cadenas, ses mains tremblant légèrement sous l'effet du stress. « Madame Durand, » murmura Léa, « il faut que vous sachiez. Oncle Bernard a tout prévu. Il a dit qu'il nous emmènerait très loin demain matin, dans un endroit où personne ne nous trouvera jamais. Il a peur que quelqu'un découvre la vérité. » Le second cadenas s'ouvrit à son tour. Léa était libre. Mais maintenant venait la partie la plus délicate. Sortir de la cabane sans réveiller Bernard. Marguerite observa l'homme endormi. Sa respiration était profonde et régulière, l'alcool l'avait plongé dans un sommeil lourd. Mais il gardait instinctivement une main posée sur un couteau de chasse qui dépassait de sa ceinture. Elle fit signe aux adolescentes de la suivre vers la porte. Elles se levèrent avec 1000 précautions, leur corps ankylosé par des heures d'immobilité forcée. Emma manqua de trébucher, rattrapée in extremis par sa sœur. Ils étaient presque à la porte quand Marguerite se souvint de quelque chose d'essentiel. Elle fit demi-tour et se dirigea vers le mur couvert de photographies. Ces clichés constituaient des preuves accablantes contre Bernard, il fallait absolument les emporter.
Elle commença à décrocher délicatement les photos, les glissant dans son sac. Mais, dans sa hâte, elle fit tomber un cadre qui se brisa au sol avec un bruit de verre cassé. Bernard se réveilla en sursaut, regardant autour de lui d'un air hébété. Il fallut quelques secondes pour qu'il réalise ce qui se passait. Quand il vit Marguerite et les adolescentes près de la porte, son visage se décomposa. « Qu'est-ce que vous foutez là, la vieille ?» rugit-il en se levant d'un bond, dégainant son couteau. Marguerite poussa Emma et Léa vers la sortie. « Courez, courez vers les arbres et cachez-vous !» Mais Bernard était déjà sur elle. Il attrapa Léa par les cheveux et la plaqua contre lui, son couteau sous sa gorge. « Personne ne bouge. Vous avez vu ce que vous n'auriez jamais dû voir, la vieille. Maintenant, vous allez tous payer pour votre curiosité. » Marguerite sentit son sang se glacer. Elle avait échoué. Dans sa précipitation à sauver les fillettes, elle les avait mises en danger encore plus grand. « Lâchez-la, Bernard, » dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder calme. « C'est moi que vous voulez. Laissez partir Emma et Léa. » « Les laisser partir, » ricana Bernard. « Après 4 ans à les dresser? Jamais. Elles m'appartiennent, et maintenant, vous aussi. » Il resserra son étreinte autour de Léa qui gémissait de terreur. Emma pleurait silencieusement, paralysée par la peur. « Vous savez que c'est fini, Bernard, » reprit Marguerite. « J'ai trouvé le journal de Léa. J'ai des preuves. Les gendarmes sont déjà au courant de tout. » « Des preuves? Quelles preuves? Un carnet griffonné par une gamine. Et puis, qui vous croira? Moi, je suis un membre respecté de cette communauté. Vous n'êtes qu'une vieille fille aigrie qui invente des histoires. » Marguerite réalisa qu'elle devait gagner du temps. Plus ils resteraient dans cette cabane, plus les chances que les gendarmes les trouvent augmentaient. Elle sortit discrètement son sifflet de sa poche, le dissimulant dans sa main. « Vous avez raison, Bernard. Peut-être que personne ne me croira. Mais dites-moi, comment allez-vous expliquer que les fillettes soient encore vivantes? Comment allez-vous justifier cette cabane, ces chaînes, ces photographies? » « Je n'aurai rien à expliquer, » gronda Bernard, « parce qu'il n'y aura plus personne pour témoigner. Vous allez tous disparaître, et cette fois, pour de bon. » Il commença à traîner Léa vers le fond de la cabane, où Marguerite aperçut une trappe qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Une cave, probablement, ou pire encore. C'était maintenant ou jamais. Marguerite porta le sifflet à ses lèvres et souffla de toutes ses forces. Le son strident déchira le silence de la nuit, résonnant dans toute la vallée. Bernard lâcha Léa et se rua sur Marguerite, le couteau levé. Mais Emma, libérée de sa paralysie par le cri de sa sœur, lui fit un croc en jambe. L'homme s'étala de tout son long, le couteau lui échappant des mains. « La carte !» cria Léa à sa sœur. « Prendre la carte !» Emma se précipita vers un coin de la cabane et saisit un papier plié qu'elle fourra dans sa poche. Marguerite comprit que c'était le plan d'évasion dont Léa avait parlé dans son journal, une carte des environs que les adolescentes avaient préparée en secret. Bernard se relevait déjà, cherchant son arme à tâtons. Les 3 femmes se ruèrent vers la porte et s'élancèrent dans la nuit noire. Dehors, l'air frais de la montagne leur fouetta le visage. Emma déplia sa carte et montra le chemin à suivre. Par là, il y a un sentier qui descend vers la route. Si les gendarmes arrivent par en bas, on pourra les rejoindre. Elles se mirent à courir, guidées par la faible lueur des étoiles. Derrière elles, Bernard avait émergé de la cabane et les poursuivait en vociférant des menaces. Marguerite, malgré son âge, puisait dans ses réserves de force une énergie qu'elle ne se connaissait pas. Ces fillettes qu'elle avait cherchées pendant 4 ans couraient enfin vers la liberté, et rien ne l'empêcherait de les protéger jusqu'au bout. Au loin, elle crut entendre le ronronnement de moteurs qui montaient par la route de vallée. Son signal de détresse avait été entendu. Les secours arrivaient, mais Bernard se rapprochait dangereusement. Il connaissait ces sentiers mieux qu'elle, et sa rage décuplait ses forces. La course-poursuite finale était engagée. La course dans l'obscurité était un cauchemar éveillé. Marguerite suivait Emma et Léa du mieux qu'elle pouvait, ses poumons brûlant dans l'air glacé de la montagne. Le sentier était rocailleux, parsemé de racines et de pierres qui les faisaient trébucher à chaque pas. Derrière elle,
Les imprécations de Bernard résonnaient dans la nuit, de plus en plus proches. « Par ici !» haleta Emma en désignant un raccourci qui coupait à travers les arbres. La carte montre qu'on peut rejoindre la route plus vite en passant par le bois. Elles plongèrent dans la forêt de mélèzes, les branches basses leur fouettant le visage. Marguerite sentait ses forces décliner, ses jambes de 68 ans peinant à suivre le rythme des adolescentes. Mais l'adrénaline et la détermination la portaient encore. Au bout de quelques minutes de course effrénée, elles débouchèrent sur une clairière baignée de lune. C'est là que Bernard les rattrapa. Il émergea des broussailles comme un fauve, le couteau de nouveau à la main, le visage déformé par la rage et l'alcool. Ses vêtements étaient déchirés par les ronces, ses cheveux hirsutes, mais ses yeux brillaient d'une détermination meurtrière. « Vous pensiez vraiment m'échapper ?» gronda-t-il. « Après toutes ces années à vous protéger, à vous élever, voilà comment vous me remerciez ?» Emma et Léa se serrèrent instinctivement l'une contre l'autre, retrouvant malgré elles les réflexes de terreur que 4 années de captivité leur avaient inculqués. Mais quelque chose avait changé dans leurs yeux. Pour la première fois depuis leur enlèvement, elles avaient goûté à la liberté, même brièvement. Cette expérience avait réveillé en elles une force qu'elles avaient crue morte. « Nous protéger !» cracha Léa, trouvant soudain le courage de répondre. « Vous appelez ça nous protéger ? Vous nous avez volé notre enfance, notre famille, notre vie. » Bernard fit un pas vers elle, brandissant son arme. « Taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai pris soin de vous. Je vous ai nourri, logé, aimé, comme personne ne l'a jamais fait. »« Aimé ?» répéta Emma d'une voix brisée par l'émotion. « Vous appelez ça de l'amour ? Ce que vous nous avez fait subir ?» Marguerite, reprenant son souffle, observait la scène avec une fascination horrifiée. Elle assistait à la première vraie rébellion des fillettes contre leur geôlier, leur première tentative de reprendre le contrôle de leur récit. « Écoutez-moi bien, Bernard Moreau, » dit-elle d'une voix ferme. « Cette mascarade est terminée. Les gendarmes arrivent. Vous entendez ces moteurs? Dans quelques minutes, ils seront là. Rendez-vous maintenant. Et peut-être que la justice tiendra compte de votre coopération. » Bernard éclata d'un rire hystérique. « La justice? Quelle justice? Celle qui m'a privé de tout depuis ma naissance, celle qui a donné à mon frère Claude la femme que j'aimais, la famille que je méritais, celle qui m'a laissé seul toute ma vie. » Marguerite comprit soudain une partie du puzzle qu'elle n'avait jamais saisie. Bernard n'était pas seulement un prédateur ordinaire. Il était un homme brisé par la jalousie et l'amertume, qui avait trouvé dans le pouvoir absolu sur ses nièces une compensation tordue à ses échecs. « Sylvie aurait dû être à moi, » continua-t-il d'une voix délirante. « Mais non, elle a choisi Claude. Alors j'ai pris ce qui m'appartenait de droit, ses filles, pour qu'elles m'aiment comme elle aurait dû m'aimer. » Le bruit des moteurs se rapprochait maintenant. Des phares, balayant la route en contrebas, illuminant par intermittence les arbres de la forêt. Bernard réalisa que le temps lui était compté. « Personne ne me prendra mes filles !» rugit-il en se ruant vers Léa, le couteau levé. Marguerite n'eut pas le temps de réfléchir. L'instinct prit le dessus. Elle se jeta entre Bernard et l'adolescente, recevant le coup destiné à Léa. La lame s'enfonça dans son épaule, lui arrachant un cri de douleur, mais sa blessure avait donné à Emma et Léa le temps de réagir. Les 2 sœurs, libérées enfin de leur paralysie, se ruèrent sur leur ravisseur. Emma lui donna un coup de genou dans l'estomac pendant que Léa lui arrachait le couteau des mains. Bernard s'effondra, le souffle coupé et ses dernières forces l'abandonnant. Autour d'eux, la forêt s'illuminait maintenant des faisceaux de lampes torches. Des voix s'élevaient dans la nuit, des ordres lancés par les gendarmes qui progressaient vers eux. Marguerite, la main pressée sur sa blessure, regardait Emma et Léa avec une fierté immense. Ces fillettes qu'elle avait connues si fragiles étaient devenues des jeunes femmes courageuses, capables de se défendre et de protéger celles qu'elles aimaient. « C'est fini », murmura-t-elle. « Enfin, c'est fini. » Au loin résonnaient les premiers appels. « Police, montrez-vous !» Les secours étaient arrivés. Les premiers gendarmes émergèrent des broussailles avec leurs armes dégainées, leurs lampes torches balayant la clairière.
Le brigadier Martinez était en tête, suivi de 4 hommes en tenue d'intervention. Quand leurs faisceaux lumineux révélèrent de la scène, Marguerite blessée, Bernard à terre, Emma et Léa tremblantes mais debout, ils se figèrent un instant, saisis par l'ampleur de ce qu'ils découvraient. « Ne bougez plus! Police !» cria Martinez, bien que la situation fût déjà sous contrôle. Bernard, à genoux dans l'herbe humide, leva lentement les mains. Toute son arrogance s'était évaporée. Face aux uniformes et aux armes, l'homme qui avait terrorisé 2 enfants pendant 4 ans n'était plus qu'un individu pathétique, vieilli et défait. « Bernard Moreau, dit Martinez en s'approchant prudemment, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration et violence aggravée sur mineur. » Pendant qu'un gendarme passait les menottes à Bernard et l'emmenait vers les véhicules, Martinez se précipita vers Marguerite qui perdait du sang abondamment. Un second gendarme appelait déjà les secours médicaux par radio. « Madame Durand, tenez bon. L'ambulance arrive. Vous avez été formidable. » Marguerite sourit faiblement, ses forces l'abandonnant peu à peu. Mais son regard ne quittait pas Emma et Léa, qui se tenaient enlacées à quelques mètres d'elle, réalisant encore difficilement qu'elles étaient enfin libres. « Emmenez-les d'abord, » murmura-t-elle. « Elles ont besoin de soins médicaux. Et surtout, appelez leurs parents. Claude et Sylvie ont attendu assez longtemps. » Martinet fit signe à 2 de ces hommes de s'occuper des adolescentes. Mais quand ils s'approchèrent, Emma et Léa reculèrent instinctivement, la peur encore ancrée dans leurs réflexes. 4 années de captivité ne s'effaçaient pas en quelques minutes. « N'ayez pas peur, » dit doucement Martinez en s'agenouillant à leur niveau. « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons vous ramener chez vous, auprès de vos parents. » Léa, toujours la plus courageuse, prit la parole d'une voix encore tremblante. « Nos parents, ils vont bien? Ils sont toujours vivants? » « Bien sûr qu'ils sont vivants. Ils vous ont cherché tous les jours pendant 4 ans. Ils n'ont jamais perdu espoir. » Emma fondit en larmes, 4 années de retenue émotionnelle se libérant d'un coup. Sa sœur la serra contre elle, pleurant elle aussi. C'était une des premières larmes de soulagement qu'elle versait depuis leur enlèvement. L'arrivée de l'ambulance interrompit ce moment d'émotion. Les secouristes s'occupèrent immédiatement de Marguerite, pansant sa blessure et la préparant pour le transport. Sa blessure n'était heureusement pas mortelle, mais elle avait perdu beaucoup de sang. « Je veux voir leurs parents, » murmura-t-elle aux secouristes, avant qu'ils emmènent Bernard. « Je veux voir la réunion. » Martinez comprenait ce besoin. Cette femme avait consacré des mois à rechercher ses fillettes. Elle méritait d'assister à leur libération complète. Il organisa le transport de façon à ce que tout le monde puisse redescendre ensemble vers le village. Le convoi qui descendit de la montagne cette nuit-là était surréaliste. L'ambulance de Marguerite ouvrait la marche, suivie du fourgon transportant Bernard menotté, puis des véhicules des gendarmes avec Emma et Léa enveloppées dans des couvertures de survie. Au village, l'alerte avait été donnée. Claude et Sylvie Moreau attendaient devant la gendarmerie, à garde, n'osant pas encore croire à ce miracle qu'on leur annonçait. Quand ils virent de leur fille descendre du véhicule, le temps sembla suspendu. Emma et Léa, maintenant âgées de 16 ans, avaient grandi, changé, mûri dans la souffrance. Mais sous les traits tirés par l'épreuve, leurs parents reconnurent immédiatement leur petite fille. Ce qui suivit fut un mélange de larmes, de cris de joie et d'embrassades désespérées. 4 années de séparation, de douleur et d'espoir se résumaient dans cette étreinte familiale retrouvée. Sylvie couvrait ses filles de baisers en répétant inlassablement leurs prénoms, comme pour se convaincre qu'elles étaient un bien réel. Claude, lui, pleurait en silence, ses grandes mains caressant les cheveux de ses enfants. Depuis son brancard, Marguerite observait la scène avec une émotion profonde. Elle avait tenu sa promesse silencieuse. Emma et Léa étaient rentrées à la maison. C'est alors qu'elle sortit de sa poche l'objet qui avait tout déclenché. La confession enregistrée de Bernard, captée par son téléphone portable pendant sa crise de délire dans la clairière. Ses aveux complets, sa description détaillée de ses crimes, sa justification tordue de ses actes, tout ce qu'il fallait pour que justice soit rendue. « Brigadier Martinez, » appela-t-elle faiblement, « j'ai quelque chose pour votre enquête, l'enregistrement de ses aveux. »
Il a tout avoué. Martinez prit le téléphone avec reconnaissance. Cette preuve supplémentaire garantirait une condamnation sans appel pour Bernard Moreau. L'ambulance démarra vers l'hôpital, emportant Marguerite vers les soins dont elle avait besoin. Mais son cœur était en paix, sa quête était terminée. La vérité avait enfin triomphé. 6 mois plus tard, Balokitasso, par un doux matin de printemps, Marguerite se tenait debout dans son jardin, regardant les montagnes qui avaient sauvegardé si longtemps leurs secrets. Son épaule la faisait encore souffrir par temps humides, cicatrice permanente de cette nuit qui avait changé la vie de tant de personnes. Mais cette douleur physique n'était rien comparée à la paix qui habitait maintenant son cœur. Le procès de Bernard Moreau s'était achevé la semaine précédente. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il purgerait sa peine dans une prison de haute sécurité, loin de Saint-Roch-des-Cimes et de ses victimes. La confession enregistrée par Marguerite avait constitué la pièce maîtresse de l'accusation, ne laissant aucune place au doute sur sa culpabilité. Emma et Léa avaient témoigné avec un courage remarquable, racontant leur calvaire devant la cour sans jamais faiblir. Elles avaient grandi pendant ces mois de procédure, soutenues par une thérapie intensive et l'amour inconditionnel de leurs parents. Voir ces jeunes femmes retrouver progressivement confiance en elles constituait pour Marguerite la plus belle des récompenses. Un coup de sonnette interrompit ses réflexions. Elle ouvrit sa porte pour découvrir Emma et Léa, radieuses, tenant dans leurs mains une enveloppe décorée de dessins colorés. « Madame Durand !» s'exclama Emma en se jetant dans ses bras. « Nous avons quelque chose pour vous. » Léa, plus mesurée mais tout aussi émue, lui tendit l'enveloppe. « Nous voulions vous écrire une vraie lettre pour vous dire merci, merci pour tout. » Marguerite les fit entrer, les installa dans son salon où Titan vint immédiatement réclamer des caresses. Le chien était devenu une célébrité locale depuis qu'on avait appris son rôle dans la découverte de la grotte. Mais pour Emma et Léa, il représentait bien plus qu'un héros. Il était le symbole de leur libération. « Lisez, s'il vous plaît », demanda Léa en désignant la lettre. Marguerite déplia délicatement la feuille et commença à lire à voix haute. « Chère Madame Durand, nous ne savons pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Pendant 4 ans, nous avons cru que personne ne nous chercherait plus, que nous étions oubliés pour toujours. Mais vous n'avez jamais abandonné. Grâce à vous et à Titan, nous avons retrouvé notre famille, notre vie, notre liberté. » Sa voix se brisa légèrement, l'émotion la submergeant. Elle continua. « Nous voulons que vous sachiez que nous ne vous en voulons pas d'avoir lu mon journal. Au contraire, c'est grâce à cela que tout a pu se résoudre. Ces mots que j'écrivais dans l'obscurité de la grotte, je ne pensais jamais qu'ils serviraient à nous sauver. » Emma prit le relais. « Maintenant, nous suivons une thérapie qui nous aide beaucoup. Nous avons repris l'école et nous pensons même aux études supérieures. Léa veut devenir assistante sociale pour aider d'autres enfants en difficulté. Et moi, je rêve d'étudier la criminologie. » Vous voyez, ajouta Léa avec un sourire, même nos projets d'avenir sont influencés par ce que nous avons vécu. Mais c'est positif maintenant. Nous voulons que notre souffrance serve à quelque chose de bien. Marguerite les regardait avec une admiration profonde. Ces jeunes femmes de 16 ans avaient une maturité et une force qui forçaient le respect. Elles avaient transformé leur traumatisme en motivation pour aider les autres. « Et nos parents vont beaucoup mieux aussi, » continua Emma. « Papa a repris le travail, maman a recommencé à sourire. Toute la famille est guérie, petit à petit. » Marguerite termina la lecture de la lettre. « Nous ne pourrons jamais effacer ce qui s'est passé, mais nous pouvons construire un avenir meilleur. Et cet avenir, nous le devons en grande partie à votre courage et à votre obstination. Vous avez été notre ange gardien sans le savoir. Avec tout notre amour et notre reconnaissance éternelle, Emma et Léa. » Un silence ému s'installa dans le salon. Dehors, le village reprenait vie progressivement. L'affaire avait traumatisé toute la communauté, révélant qu'un prédateur avait sévi pendant des années sous leurs yeux. Mais cette révélation avait aussi renforcé les liens entre les habitants, créé une solidarité nouvelle. « Il y a autre chose », dit Léa en sortant un second papier de sa poche.
Le maire et le conseil municipal ont décidé de transformer la grotte en mémorial, un lieu de recueillement pour que personne n'oublie jamais ce qui s'est passé, mais aussi un symbole d'espoir. Et ils veulent que vous fassiez partie du comité de gestion, ajouta Emma. Après tout, c'est grâce à vous que cette grotte a livré ses secrets. Marguerite accepta avec émotion. Cette grotte, qui avait abrité tant de souffrances, deviendrait un lieu de mémoire et de guérison. C'était une belle façon de boucler la boucle. Quand les jeunes femmes partirent, Marguerite resta longtemps dans son jardin, la lettre à la main. Elle pensait à Jean-Luc, son grand amour de jeunesse, et se dit qu'il aurait été fier de ses petites filles. Elle portait en elle sa force et sa détermination. Elle pensait aussi à cette nuit dans la montagne où tout avait basculé. Elle avait eu peur, si peur de ne pas réussir à les sauver. Mais, au final, c'était peut-être Emma et Léa qui l'avaient sauvée, elle. Elles avaient donné un sens à sa solitude, une mission à ses dernières années. Titan vint se coucher à ses pieds, fidèle compagnon de cette aventure extraordinaire. Sans lui, rien n'aurait été possible. Il était devenu plus qu'un animal de compagnie. Il était son partenaire, son ami, son confident. Le soleil se couchait sur Saint-Roch-des-Cimes, peignant les sommets de couleur dorée. Dans quelques semaines, les premiers randonneurs de l'été arriveraient, ignorant le drame qui s'était joué dans ces montagnes. Ils ne verraient que la beauté du paysage, la paix apparente des lieux. Mais Marguerite, elle, savait maintenant que même les plus beaux paysages peuvent cacher des secrets terribles. Elle savait aussi que la vérité finit toujours par triompher, même quand il faut l'attendre 4 longues années. Elle rentra chez elle, le cœur léger pour la première fois depuis bien longtemps. Demain serait un nouveau jour, dans un monde où Emma et Léa étaient libres.